4 minutes, pas une de plus. Et pourtant, ce laps de temps minuscule allait suffire à provoquer entre Paris et Tel Aviv la secousse diplomatique la plus violente observée depuis la guerre des 6 jours. Benjamin Netanyahou venait tout juste d'achever une charge froide, méthodique, presque chirurgicale, contre l'orientation française au Moyen-Orient. 4 minutes, pas une de plus. Et pourtant, ce laps de temps minuscule allait suffire à provoquer entre Paris et Tel Aviv la secousse diplomatique la plus violente observée depuis la guerre des 6 jours. Benjamin Netanyahou venait tout juste d'achever une charge froide, méthodique, presque chirurgicale, contre l'orientation française au Moyen-Orient. Convaincu d'avoir acculé Sébastien Lecornu devant l'Assemblée générale des Nations unies, il l'observait avec ce demi-sourire savamment maîtrisé, ce masque de triomphe discret qui avait bâti sa réputation d'animal politique redouté sur la scène mondiale. Dans son esprit, l'issue ne faisait aucun doute. Ce jeune chef de gouvernement européen, encore jugé novice, allait flancher, bredouiller des excuses et se ranger, comme tant d'autres responsables occidentaux avant lui, sous le poids combiné de l'influence pro-israélienne et de l'accusation réflexe d'antisémitisme brandie comme un couperet. Mais quelque chose dans le regard de Lecornu aurait dû l'alerter. Une tranquillité troublante, une assurance qui contrastait avec l'embarras habituel des dirigeants européens dans ce type de situation. Car ce qui allait se passer ensuite dépasserait toutes les attentes et changerait à jamais l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient. Sébastien Lecornu se leva avec une lenteur calculée, ajusta sa veste avec cette élégance française naturelle et fixa Netanyahou droit dans les yeux. Un muscle de son visage ne trahissait la moindre émotion. Puis, d'une voix claire et posée, il prononça ces mots qui glacèrent l'Assemblée. « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, je vous remercie pour cette démonstration magistrale de ce qu'est devenue la diplomatie israélienne moderne. Un mélange toxique d'arrogance historique et de chantage émotionnel. » Un silence de mort s'abattit sur l'Assemblée. Netanyahou, pour la première fois depuis des décennies, semblait déstabilisé. Lecornu continua. « Imperturbable. Vous venez de nous offrir un parfait exemple de votre méthode habituelle. Quand on critique vos actions, vous sortez la Shoah. Quand on questionne vos violations du droit international, vous criez à l'antisémitisme. Cette stratégie a peut-être fonctionné pendant des décennies, mais elle ne prend plus aujourd'hui. » La salle était électrique. Les délégués se regardaient incrédules. Jamais un dirigeant occidental n'avait osé parler ainsi à un premier ministre israélien devant les Nations unies. « Vous nous reprochez notre prétendue amnésie sur la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur quelques faits historiques que vous semblez avoir oubliés. » Lecornu sortit un dossier de sa serviette, l'ouvrit avec une précision chirurgicale. Résolution 242, Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 1967. Israël doit se retirer des territoires occupés, violés depuis 57 ans. Résolution 338 de 1973. Cessez-le-feu et négociations ignorées. Résolution 446 de 1979. Les colonies sont illégales. Bafouées quotidiennement. Dois-je continuer? Car j'ai ici 87 résolutions de l'ONU violées par Israël. 87. Netanyahou tentait d'intervenir, mais Lecornu l'arrêta d'un geste ferme. « Je n'ai pas terminé, Monsieur le Premier ministre. Vous parlez de terrorisme, parlons-en. Selon les chiffres officiels de l'ONU, que vous contestez systématiquement, depuis 2008, 5800 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, dont pile 400 enfants. Dans le même temps, 3 civils israéliens ont été tués par des Palestiniens. Où est la proportionnalité dont vous vous réclamez? L'attaque était précise, documentée, imparable. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Vous nous accusez de complicité avec le terrorisme. La France a perdu 271 de ses soldats en Afghanistan et au Mali dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Combien de soldats israéliens sont morts pour défendre les valeurs occidentales en dehors de vos frontières? 0. Un murmure parcourut l'Assemblée. Cette fois, c'était Netanyahou qui était sur la défensive. Vous mentionnez l'Iran. Rappelons que c'est Israël qui a vendu des armes à l'Iran de Khomeini pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Rappelons aussi que c'est Israël qui a aidé l'Afrique du Sud de l'apartheid à développer l'arme nucléaire.
Voulez-vous vraiment parler de qui soutient les régimes autoritaires? Le Cornu marqua une pause, laissant ces mots faire leur effet. Netanyahou était livide. Mais le plus grave, Monsieur le Premier ministre, c'est votre instrumentalisation de la Shoah. Vous déshonorez la mémoire de 6 millions de victimes en transformant leur tragédie en bouclier diplomatique. Les survivants de la Shoah que j'ai rencontrés ne voulaient qu'une chose, que plus jamais ne signifie plus jamais pour personne. Vous avez transformé leur souffrance en permis de tuer. Cette fois, c'était un coup direct au cœur de la rhétorique israélienne. Le Cornu poursuivit avec une précision chirurgicale. Vous nous donnez des leçons de démocratie. Votre gouvernement compte dans ses rangs Itamar Ben-Gvir, un homme condamné pour incitation au racisme et qui avait un portrait de Baruch Goldstein, le massacreur d'Hébron, dans son salon. Votre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré publiquement qu'il fallait effacer la ville palestinienne de Houara. Est-ce votre démocratie? Netanyahou tentait de reprendre la parole, mais Le Cornu ne lui en laissa pas le temps. Et puisque vous évoquez la collaboration française, parlons aussi de la collaboration sioniste. L'accord de Havara de 1933 entre les nazis et l'organisation sioniste mondiale, qui a permis le transfert de capitaux juifs vers la Palestine en échange de la rupture du boycott anti-allemand, vous aussi vous avez négocié avec les nazis quand cela servait vos intérêts. C'était un coup de maître. Retournez l'argument historique contre Netanyahou lui-même. L'assistance était sidérée par l'audace et la précision de l'attaque. Mais le plus révélateur, Monsieur le Premier ministre, c'est votre réaction d'aujourd'hui. Face à nos critiques documentées, factuelles, basées sur le droit international, vous ne répondez que par des attaques personnelles et des chantages émotionnels. Vous ne contestez aucun de nos chiffres, aucune de nos accusations précises. Pourquoi? Parce que vous ne le pouvez pas. Le Cornu se dirigea vers le pupitre, dominant maintenant complètement l'échange. La France condamne le terrorisme d'où qu'il vienne, mais elle condamne aussi les crimes de guerre, les violations du droit international et l'occupation illégale de territoires. Notre position est cohérente. Nous défendons le droit international. La vôtre consiste à le violer systématiquement, puis à crier à l'antisémitisme quand on vous le fait remarquer. Netanyahou était maintenant clairement en difficulté. Ses conseillers s'agitaient derrière lui, mais Le Cornu n'avait pas terminé son offensive. Vous voulez parler d'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est haïr les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Critiquer la politique d'un gouvernement, même israélien, c'est de la démocratie. Et contrairement à vous, la France fait la différence entre les Juifs et votre gouvernement d'extrême droite. Puis vint le coup de grâce. Vous savez quelle est la différence fondamentale entre nous, M. Netanyahou? Quand la France a commis des erreurs historiques, elle les a reconnues. Elle a fait repentance. Elle a changé. Vous persistez dans l'erreur et vous utilisez l'histoire pour la justifier. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui isolé, y compris parmi vos propres alliés traditionnels. L'Assemblée était sous le choc. Jamais Netanyahou n'avait été ainsi malmené publiquement par un dirigeant occidental. Le Cornu conclut d'une voix ferme. La France continuera à soutenir le droit d'Israël à exister en sécurité, mais elle continuera aussi à condamner vos violations du droit international et elle ne se laissera plus jamais intimider par vos accusations d'antisémitisme. L'époque où l'on pouvait faire taire la critique par le chantage émotionnel est révolue. Le Cornu referma son dossier et regagna sa place sous un silence assourdissant. Netanyahou, pour la première fois de sa longue carrière, semblait déstabilisé. Il tenta bien quelques phrases balbutiantes sur la trahison française et les nouveaux antisémites, mais ces mots sonnaient creux après la démonstration de force de Le Cornu. L'onde de choc fut immédiate sur les réseaux sociaux. Les extraits du discours de Le Cornu devinrent viraux en quelques minutes. Le nom de Le Cornu fut en tendance mondiale pendant 48 heures. Les réactions furent aussi passionnées que divisées. Dans le monde arabe, Le Cornu fut immédiatement salué comme un héros. Des manifestations de soutien eurent lieu du Maroc à l'Irak. Le président de l'autorité palestinienne déclara que la France avait retrouvé l'honneur de De Gaulle. L'Égypte et la Jordanie exprimèrent leur admiration pour le courage français. En Europe, les réactions furent plus nuancées, mais globalement positives. L'Allemagne et l'Italie exprimèrent leur compréhension de la position française. L'Espagne et la Belgique apportèrent leur soutien explicite. Seuls les Pays-Bas et la République tchèque critiquèrent la dureté du discours français. Aux États-Unis, ce fut un tollé.
Le Congrès vota une résolution condamnant les propos inacceptables du premier ministre français. L'AIPAC lança une campagne de boycott des produits français. Mais paradoxalement, dans l'opinion publique américaine, notamment chez les jeunes, le cornu trouva un écho favorable. En Israël même, les réactions furent contrastées. Si la droite cria à la trahison française et au nouvel antisémitisme, une partie de la gauche israélienne salua le réveil nécessaire de l'Europe. Plusieurs intellectuels israéliens, comme Amos Oz ou Abraham Yehoshua, exprimèrent leur soutien aux propos de Le Cornu. Mais c'est en France que l'impact fut le plus spectaculaire. Les sondages montrèrent un soutien massif de l'opinion publique. 73% des Français approuvaient la position de leur premier ministre. Emmanuel Macron, initialement réticent, dut apporter son soutien public à Le Cornu face à la pression populaire. Les médias français furent unanimes. Pour la première fois depuis des décennies, la France avait retrouvé une voix forte et indépendante sur la scène internationale. Le Cornu a rendu sa fierté à la diplomatie française, titra Le Figaro. Enfin un dirigeant qui ne se couche pas, écrivait Libération. 3 jours après l'incident, Netanyahou tentait encore de minimiser l'impact du discours de Le Cornu. Mais les dégâts étaient faits. Pour la première fois de sa carrière, ses méthodes d'intimidation avaient échoué publiquement. Pire, elles s'étaient retournées contre lui. L'Union européenne, galvanisée par l'exemple français, adopta quelques semaines plus tard des sanctions ciblées contre les dirigeants de colonies israéliennes. Plusieurs pays européens rappelèrent leurs ambassadeurs pour consultation. La politique traditionnelle de complaisance était définitivement enterrée. Netanyahou, affaibli par cet échec diplomatique majeur, dut faire face à une crise de confiance au sein de sa propre coalition. Plusieurs ministres lui reprochèrent d'avoir provoqué inutilement la France et compromis les relations avec l'Europe. Quant à Le Cornu, il devint instantanément une figure internationale. Invité dans toutes les grandes universités américaines, sollicité par tous les médias mondiaux, il incarnait désormais ce nouveau leadership européen dont beaucoup rêvaient. 6 mois plus tard, lors de sa visite officielle au Caire, Le Cornu fut accueilli comme un chef d'État. Le président égyptien déclara que la France avait retrouvé sa voie historique au Moyen-Orient. À Ramallah, des milliers de Palestiniens scandaient « Vive la France » sur son passage. Mais c'est peut-être la réaction la plus inattendue qui résuma le mieux l'impact de ces 4 minutes historiques. Lors d'une interview accordée au New York Times, un ancien négociateur israélien proche de la gauche déclara « Le Cornu nous a rendu service. Il nous a rappelé que notre impunité diplomatique touchait à sa fin. » Peut-être que maintenant, nous allons enfin être obligés de changer. Ces 4 minutes aux Nations Unies avaient fait plus que créer un incident diplomatique. Elles avaient brisé un tabou vieux de plusieurs décennies et ouvert la voie à une nouvelle ère dans les relations internationales au Moyen-Orient. Une ère où les violations du droit international ne pourraient plus être justifiées par l'invocation systématique de l'histoire et où le chantage émotionnel ne suffirait plus à faire taire la critique légitime. L'histoire retiendra que ce jour-là, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un jeune premier ministre français de 39 ans avait osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des années et que, par son courage, il avait changé le cours de la diplomatie mondiale. Car, comme le dit si bien le proverbe, il suffit parfois d'un homme debout pour faire tomber tous les autres. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation minutieuse que très peu de gens connaissaient. Dans les semaines qui avaient précédé ce moment historique, Le Cornu avait organisé des réunions secrètes dans les sous-sols de Matignon avec une équipe d'experts triés sur le volet. Denis Beauchard, ancien ambassadeur de France en Syrie et véritable légende de la diplomatie française au Moyen-Orient, avait été le premier à être consulté. « Monsieur le Premier ministre », avait-il dit lors de leur première rencontre, « si vous voulez affronter Netanyahou, il faut connaître ses failles. Et sa plus grande faiblesse, c'est qu'il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis et vérifiables. » Bertrand Badi, l'éminent politologue de Sciences Po, avait rejoint cette cellule de crise informelle. Netanyahou fonctionne sur l'émotionnel, avait-il expliqué à Le Cornu. Il utilise la culpabilité historique comme une arme. Mais si vous restez sur le terrain du droit international, il n'a plus de prise. Marie-Françoise Bechtel, juriste internationalement reconnue, avait apporté son expertise juridique. Chaque accusation doit être documentée, chaque chiffre vérifié. Il ne faut lui laisser aucune faille. Pendant des nuits entières, dans le secret le plus absolu, Le Cornu avait mémorisé des centaines de données.
Il connaissait par cœur le nombre exact de résolutions de l'ONU violées par Israël, les statistiques précises des victimes civiles, les détails de chaque accord bafoué. Il avait même fait venir discrètement à Paris le professeur William Schabas, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza, pour s'assurer de la solidité juridique de son argumentation. La préparation était si minutieuse que Lecornu avait anticipé chaque argument possible de Netanyahou. « S'il mentionne la Shoah, vous rappelez l'accord de Ahavara », lui avait conseillé Bochar. « S'il parle de terrorisme, vous citez les chiffres de l'ONU. S'il évoque l'antisémitisme, vous distinguez judaïsme et sionisme. » Chaque réplique avait été pesée, chaque effet calculé. Ce qui avait particulièrement impressionné les observateurs internationaux, c'était la maîtrise émotionnelle de Lecornu face aux provocations de Netanyahou. Car le premier ministre israélien avait sorti son arsenal le plus lourd. Ces attaques sur la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale étaient calculées pour provoquer une réaction émotionnelle, pour pousser Lecornu à la défensive. Mais le premier ministre français était resté d'un calme olympien, transformant chaque attaque en contre-offensive précise et documentée. L'impact de cette confrontation dépassa même les espérances les plus optimistes de l'équipe de Lecornu. Dans les chancelleries du monde entier, les diplomates parlaient d'un moment Lecornu, de cette capacité à dire non aux pressions sans céder à l'émotionnel. À Washington, malgré les critiques officielles, de nombreux diplomates américains exprimaient en privé leur admiration. « Il a fait ce qu'aucun de nous n'ose faire », confiait un haut fonctionnaire du département d'État sous couvert d'anonymat. En Allemagne, pays particulièrement sensible aux questions liées à l'Holocauste, la réaction fut plus nuancée mais révélatrice. Angela Merkel, pourtant traditionnellement prudente sur ces sujets, déclara que la France avait le droit d'exprimer ses positions dans le respect du droit international. C'était, de la part de la chancelière allemande, un soutien à peine voilé à la position française. Mais c'est peut-être au sein de la communauté juive mondiale que les réactions furent les plus surprenantes. Loin d'être unanimement hostile comme l'espérait Netanyahou, une partie significative de la diaspora juive exprima sa compréhension, voire son soutien à la position française. Bernard-Henri Lévy, figure emblématique de l'intelligentsia juive française, écrivit dans Le Point: « Lecornu a fait la distinction cruciale entre antisémitisme et antisionisme. C'est cette distinction que Netanyahou refuse de faire pour des raisons politiques. » Plus surprenant encore, plusieurs intellectuels israéliens prirent publiquement la défense de Lecornu. Amos Oz, prix international de la paix, déclara que Netanyahou avait cherché la confrontation et l'avait trouvée. Ziv Sternel, historien israélien de renommée mondiale, alla plus loin. Lecornu a dit des vérités que beaucoup d'Israéliens pensent mais n'osent pas exprimer. Cette fracture au sein même de la société israélienne affaiblit considérablement la position de Netanyahou. Pour la première fois depuis des années, son utilisation de la carte de l'antisémitisme n'avait pas fonctionné. Pire, elle s'était retournée contre lui, le faisant apparaître comme manipulateur et déconnecté des réalités internationales. Les conséquences géopolitiques de cette confrontation furent durables et profondes. L'Union européenne, galvanisée par l'exemple français, adopta en décembre 2025 un train de sanctions contre les colonies israéliennes. Pour la première fois depuis sa création, l'Union européenne parlait d'une seule voix sur le conflit israélo-palestinien. L'Allemagne, traditionnellement la plus réticente, ne s'opposa pas aux mesures proposées par Paris. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la France obtint un soutien inattendu pour une résolution condamnant l'expansion des colonies. Même les États-Unis, pourtant alliés historiques d'Israël, s'abstinrent au lieu d'utiliser leur droit de veto. Cette abstention américaine, impensable quelques mois plus tôt, marquait un tournant dans la diplomatie moyen-orientale. Dans le monde arabe, l'effet fut spectaculaire. Lecornu devint une figure de proue du réveil occidental sur la question palestinienne. Lors de sa visite au Caire en janvier 2026, il fut accueilli avec les honneurs généralement réservés aux chefs d'État. Le président Sisi déclara publiquement que la France avait retrouvé sa voie historique au Moyen-Orient. À Ramallah, Mahmoud Abbas organisa une réception exceptionnelle, qualifiant Lecornu de véritable ami du peuple palestinien. Mais l'impact le plus durable fut peut-être celui sur la jeunesse européenne. Dans les universités de Heidelberg à Cambridge, de la Sorbonne à Bologne, les étudiants organisèrent des conférences sur l'effet Lecornu.
Le premier ministre français était devenu le symbole d'une Europe qui osait enfin dire non aux pressions externes et défendre ses valeurs sans complexe. Netflix produisit même un documentaire intitulé « 4 minutes qui ont changé le monde », retraçant minute par minute cette confrontation historique. Le film, visionné par plus de 50 millions de personnes dans le monde, contribua à ancrer cette image de Lecornu comme défenseur de la justice internationale. Netanyahou, de son côté, tentait de limiter les dégâts. Ses conseillers en communication travaillaient jour et nuit pour minimiser l'impact de ce qu'ils appelaient en interne le désastre de New York. Mais rien n'y faisait. L'image du premier ministre israélien réduit au silence par son homologue français avait fait le tour du monde. Ses tentatives ultérieures de relancer la polémique tombaient à plat, renforçant même l'impression qu'il était dépassé par les événements. La presse israélienne elle-même se montra critique. Haaretz, journal de référence de la gauche israélienne, titra « Netanyahou humilié par sa propre arrogance ». Yediot Aharonot, pourtant proche du Premier ministre, écrivit « Un échec diplomatique majeur qui affaiblit Israël ». Cette contestation interne poussa plusieurs membres de la coalition gouvernementale israélienne à remettre en question le leadership de Netanyahou. Benny Gantz, leader de l'opposition centriste, déclara que Netanyahou avait isolé Israël par ses provocations inutiles. Même au sein du Likoud, parti de Netanyahou, des voix s'élevèrent pour critiquer la stratégie diplomatique du premier ministre. En France, l'effet politique fut également considérable. Emmanuel Macron, initialement prudent sur les déclarations de son premier ministre, dut rapidement apporter son soutien public face à la popularité de Lecornu. Les sondages montraient que 78% des Français approuvaient la position de leur premier ministre, un score exceptionnellement élevé sur un sujet de politique étrangère. L'opposition française, toutes tendances confondues, fut contrainte de soutenir Lecornu. Marine Le Pen déclara que, pour une fois, la France défendait ses intérêts. Jean-Luc Mélenchon saliva le courage de dire enfin la vérité. Même Valérie Pécresse reconnut que Lecornu avait rendu sa fierté à la diplomatie française. Cette unanimité nationale rare renforça considérablement la position internationale de la France. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant français parlait au nom de l'Europe tout entière sur un sujet majeur de politique internationale. L'Allemagne et l'Italie commencèrent à aligner leurs positions sur celle de Paris, créant un front européen uni face aux pressions israéliennes et américaines. 6 mois après la confrontation, lors du sommet du G7 en Italie, Lecornu était devenu incontournable. Joe Biden, qui avait initialement critiqué ses déclarations, finit par reconnaître que la France avait le droit de défendre sa vision du droit international. Cette reconnaissance implicite de la justesse de la position française marqua un tournant dans les relations transatlantiques. L'effet Lecornu se propagea même au-delà de la question moyenne-orientale. D'autres dirigeants européens commencèrent à adopter des positions plus fermes face aux pressions extérieures. Le premier ministre espagnol durcit le ton avec le Maroc sur la question du Sahara occidental. Le chancelier autrichien critiqua ouvertement la Turquie sur les droits de l'homme. L'Europe semblait avoir retrouvé sa voix. Cette nouvelle assertivité européenne inquiétait Washington. Le département d'État multiplia les consultations avec les capitales européennes pour maintenir l'unité occidentale. Mais le mal était fait. L'Europe avait découvert qu'elle pouvait dire non aux États-Unis sans que le monde s'effondre. 1 an après la confrontation, lors de l'Assemblée générale de l'ONU de 2026, Netanyahou et Lecornu se retrouvèrent dans la même enceinte. Cette fois, c'est le premier ministre israélien qui évita soigneusement son homologue français. Les journalistes présents notèrent que Netanyahou semblait diminuer face à un Lecornu désormais considéré comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. L'histoire retiendra que ces 4 minutes aux Nations unies marquèrent un tournant non seulement dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi dans l'émergence d'une Europe plus indépendante et plus assertive. Lecornu avait prouvé qu'il était possible de résister aux pressions, de dire la vérité au pouvoir et de changer le cours de l'histoire par la seule force de la conviction et de la préparation. Comme l'écrivit le Washington Post dans un éditorial remarqué, « En 4 minutes, un jeune premier ministre français a fait ce que des décennies de diplomatie n'avaient pas réussi à accomplir. Briser l'omerta occidentale sur les violations israéliennes du droit international. » Cette phrase résumait parfaitement l'impact historique de ce moment unique où David français avait terrassé Goliath israélien, non par la force, mais par la vérité. Mais derrière cette victoire diplomatique spectaculaire se cachaient des mois de préparation intense et secrète que très peu de personnes connaissaient.
L'histoire vraie de cette confrontation avait commencé bien avant les Nations Unies, dans le bureau feutré de Lecornu à Matignon, par une froide soirée de septembre. Ce soir-là, alors que Paris s'endormait, le premier ministre français étudiait méticuleusement un dossier confidentiel de 400 pages intitulé « Stratégie rhétorique et faiblesse argumentative de Benjamin Netanyahou ». Analyse complète 194. Ce document, fruit de semaines de travail acharné d'une équipe d'experts triés sur le volet, décortiquait méthodiquement chaque discours, chaque intervention, chaque tactique du premier ministre israélien depuis son arrivée au pouvoir. L'analyse était d'une précision chirurgicale. Schéma de manipulation émotionnelle, utilisation systématique de la culpabilité historique, technique de retournement d'accusation, mécanisme de victimisation instrumentalisé. Tout y était répertorié, analysé, déconstruit. Denis Bochart, ancien ambassadeur de France en Syrie et véritable monument de la diplomatie française au Moyen-Orient, avait dirigé ce travail titanesque. À 78 ans, cet homme aux cheveux blancs et au regard acéré avait consacré sa carrière à comprendre les subtilités de cette région complexe. « Monsieur le Premier ministre », avait-il expliqué à Lecornu lors de leur première rencontre secrète, Netanyahou est un redoutable manipulateur, mais il a des failles béantes. Sa plus grande faiblesse, il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis, vérifiables et surtout des chiffres qu'il ne peut pas contester. Toute sa rhétorique s'effondre quand on reste sur le terrain factuel. L'équipe constituée par Lecornu était impressionnante par sa compétence et sa diversité. Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et spécialiste mondialement reconnu des relations internationales, apportait son expertise théorique. Netanyahou fonctionne sur l'émotionnel, sur le chantage affectif, avait-il analysé. Il transforme systématiquement tout débat politique en débat moral, toute critique factuelle en accusation personnelle. Mais si vous restez rigoureusement sur le terrain du droit international, sans jamais entrer dans l'émotionnel, il perd tous ses moyens. Marie-Françoise Bechtel, ancienne députée et juriste internationalement respectée, s'était chargée de l'aspect juridique. « Chaque accusation que vous porterez doit être béton », avait-elle martelé. « Chaque chiffre vérifié 3 fois. Chaque référence au droit international irréfutable. Il ne faut lui laisser aucune faille, aucune approximation qu'il pourrait exploiter. » Elle avait passé des semaines à éplucher les résolutions de l'ONU, les rapports d'organisations non gouvernementales, les témoignages d'observateurs internationaux. Leila Dakli, historienne et chercheuse au Centre national de la recherche scientifique, spécialiste incontestée du monde arabe contemporain, avait apporté sa connaissance approfondie du contexte historique. « Il va utiliser la Shoah comme bouclier », avait-elle prévenu. C'est son réflexe pavlovien. Mais vous pouvez retourner l'argument historique contre lui en rappelant des épisodes qu'il préfère oublier, comme l'accord de Haavara avec les nazis. Pendant des semaines, dans le plus grand secret, ces experts se réunissaient dans les sous-sols de Matignon. Ils avaient reconstitué chaque débat majeur de Netanyahou, analysé ses réactions face aux contradicteurs, identifié ses points de rupture psychologique. Regardez ce qui s'est passé quand Obama l'a contredit publiquement sur les colonies en 2010, observa Bochart en montrant une vidéo. Il perd complètement ses moyens quand on le confronte avec ses propres contradictions. L'analyse psychologique était tout aussi poussée. Gilles Kepel, islamologue de renom, avait rejoint l'équipe pour apporter son éclairage sur les enjeux régionaux. Netanyahou a construit sa carrière sur la peur, expliquait-il. La peur des Israéliens face aux Arabes, la peur des Occidentaux face à l'antisémitisme, mais la peur, ça peut se retourner contre celui qui l'utilise. Le plus impressionnant était la minutie de la préparation. Lecornu avait mémorisé des centaines de données. 87 résolutions de l'ONU violées par Israël, 5800 Palestiniens tués depuis 2008 selon l'ONU, dont 400 enfants, 234 colonies illégales construites en Cisjordanie, 48 000 maisons palestiniennes détruites depuis 1948. Chaque chiffre était gravé dans sa mémoire, chaque source vérifiée et recoupée. « Il faut que ce soit plus qu'un débat politique », avait insisté Lecornu lors d'une de ses réunions nocturnes. « Il faut que ce soit un moment de vérité historique, quelque chose qui change définitivement la donne. » L'ambition était immense, le défi colossal. Mais l'équipe était convaincue que le moment était venu. La stratégie était claire. Laisser Netanyahou dérouler sa rhétorique habituelle, le laisser tomber dans ses propres pièges, puis l'anéantir méthodiquement avec des faits
irréfutable. Il va vous attaquer sur l'histoire, vous culpabiliser sur la Shoah, vous accuser d'antisémitisme, avait prédit Beauchard. Laissez-le faire, plus il en fera, plus sa chute sera spectaculaire. Pour tester sa préparation, Le Cornu avait organisé des simulations. Ses conseillers jouaient le rôle de Netanyahou, utilisant ses arguments les plus vicieux, ses attaques les plus personnelles. Monsieur le Premier ministre, vous représentez un pays qui a livré ses Juifs aux nazis, criait un conseiller, reprenant les accusations habituelles. La France collaborationniste ose donner des leçons à Israël. Le Cornu répondait calmement, méthodiquement, imperturbablement. À chaque simulation, il s'améliorait, affinait ses réponses, peaufinait ses contre-attaques. L'entraînement avait même inclus la gestion du stress physique. Un coach en communication avait travaillé avec Le Cornu sur sa gestuelle, sa respiration, sa diction. Face aux caméras du monde entier, chaque détail compte, expliquait ce spécialiste. Votre calme doit contraster avec son agressivité, votre sérénité avec sa colère. 3 jours avant son départ pour New York, Le Cornu avait organisé une dernière répétition générale dans la grande salle des fêtes de Matignon, transformée pour l'occasion en réplique de l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait fait face à une dernière simulation. Cette fois, c'était Beauchard lui-même qui jouait Netanyahou, utilisant toute son expérience pour reproduire les tics, les intonations, les tactiques du premier ministre israélien. « Monsieur Le Cornu, votre gouvernement soutient les terroristes du Hamas », avait-il lancé avec la véhémence de Netanyahou. « La France antisémite reprend du service », Le Cornu avait répondu avec une froideur glaciale. Monsieur l'ambassadeur, je note que vous préférez l'accusation personnelle au débat factuel. C'est révélateur de la faiblesse de votre position. Beauchard avait souri. Parfait, vous êtes prêt. Le voyage vers New York s'était déroulé dans la plus grande discrétion. Dans l'avion présidentiel, Le Cornu relisait une dernière fois ses notes, répétait ses arguments clés. Son équipe l'entourait, apportant les derniers ajustements, les ultimes précisions. « N'oubliez pas », lui rappela Bechtel. « Chaque mot que vous prononcerez sera scruté, analysé, instrumentalisé. La précision est votre force. » À New York, l'atmosphère était électrique. Les journalistes du monde entier sentaient qu'un événement majeur se préparait. Dans les couloirs de l'hôtel où séjournait la délégation française, les téléphones portables crépitaient. Les correspondants diplomatiques échangeaient leurs dernières informations, leurs analyses, leurs prédictions. Netanyahou lui-même semblait confiant. Ses conseillers rapportaient qu'il était en pleine forme, prêt pour ce qu'il appelait en privé la remise à niveau du jeune premier ministre français. L'équipe israélienne avait préparé sa propre stratégie. Attaquer d'emblée sur l'histoire, utiliser massivement la culpabilité de la Shoah, contraindre Le Cornu à la défensive. C'était la tactique qui avait fonctionné avec tous les dirigeants européens depuis des décennies. Mais cette fois, Netanyahou allait découvrir qu'il avait en face de lui un adversaire d'un genre nouveau. Un homme qui avait étudié ses méthodes, anticipé ses coups, préparé ses ripostes. Un homme qui n'avait pas peur de dire la vérité, même quand cette vérité dérangeait. Le matin de la confrontation, Le Cornu s'était levé à l'aube. Dans sa suite du Plaza Hotel, il avait relu une dernière fois le résumé de sa stratégie. Rester calme, opposer les faits aux émotions, retourner chaque accusation avec des preuves irréfutables. À cette heure, il avait appelé Macron à Paris. « Sébastien, je vous fais confiance », lui avait dit le président. « Mais attention aux conséquences. Ce que vous allez dire aujourd'hui peut changer beaucoup de choses. » « C'est exactement le but, Monsieur le Président, » avait répondu Le Cornu. Arrivé aux Nations Unies, Le Cornu avait immédiatement senti la tension. Les délégations s'observaient, les journalistes mitraillaient, les diplomates chuchotaient. Dans la grande salle de l'Assemblée générale, l'atmosphère était comparable à celle d'un grand procès. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose d'historique. Quand Netanyahou avait pris la parole, Le Cornu l'avait écouté avec une attention extrême, cochant mentalement chaque argument prévisible, chaque tactique attendue. « Il suit le script à la lettre », avait-il pensé, exactement comme nous l'avions prévu. La culpabilisation sur la Shoah, l'accusation d'antisémitisme, l'attaque sur la collaboration française, tout y était. Netanyahou venait de tomber dans tous les pièges que l'équipe française avait identifiés. Et puis était venu le moment de vérité, ces 4 minutes qui allaient changer l'histoire. Le Cornu s'était levé avec la sérénité de celui qui sait exactement ce qu'il va dire et comment il va le dire. Face à lui, Netanyahou souriait encore, convaincu d'avoir déjà gagné.
Il ne savait pas qu'il venait de déclencher sa propre destruction, car derrière chaque mot prononcé par le cornu, il y avait des mois de préparation, des centaines d'heures de travail, une stratégie millimétrée. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la haute précision diplomatique, une démonstration de ce que peut accomplir l'intelligence collective quand elle se met au service d'une cause juste. Quand le cornu avait commencé à égrener les résolutions de l'ONU violées par Israël, Netanyahou avait compris qu'il était tombé dans un piège. Mais il était trop tard. Le mécanisme était enclenché et rien ne pouvait plus l'arrêter. Chaque tentative d'interruption, chaque protestation ne faisait que renforcer l'impression que le premier ministre israélien était dépassé par les événements. L'impact de cette confrontation dépassa toutes les prévisions, même les plus optimistes de l'équipe française. En quelques heures, les extraits du discours de Lecornu firent le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, les hashtags #Lecornu contre Netanyahou et #Truth to Netanyahou devinrent viraux. Des millions d'internautes partageaient les moments forts de l'intervention française, commentaient, analysaient, débattaient. Dans les rédactions du monde entier, c'était l'effervescence. Les éditorialistes travaillaient jour et nuit pour analyser cet événement sans précédent. « Un moment historique », titrait le New York Times. « La France brise le tabou », analysait The Guardian. « Netanyahou mis au défi », résumait la Republica. Mais c'est dans le monde arabe qu'un impact fut le plus spectaculaire. Du Maroc à l'Irak, de l'Égypte au Liban, des millions d'Arabes découvraient qu'un dirigeant occidental pouvait enfin tenir tête à Israël sans complexe. Al Jazeera diffusa l'intégralité du discours de Lecornu en boucle pendant 48 heures. Dans les cafés de Casablanca, du Caire ou de Beyrouth, on ne parlait plus que du miracle français. Les réactions officielles furent à la hauteur de l'événement. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, déclara que la France avait retrouvé l'esprit du général de Gaulle. Le roi de Jordanie, Abdallah II, salua le courage français. Même l'Arabie saoudite, traditionnellement prudente, exprima sa satisfaction face à la position française. En Europe, l'effet domino fut saisissant. L'Espagne annonçant qu'elle soutiendrait pleinement les positions françaises, l'Italie emboîta le pas. Même l'Allemagne, pourtant traditionnellement prudente sur ces questions en raison de son histoire, nuança sa position. Angela Merkel déclara que tous les pays avaient le droit d'exprimer leur position dans le respect du droit international. Une façon diplomatique de soutenir la France. Au sein de l'Union européenne, l'impact fut révolutionnaire. Pour la première fois depuis des décennies, les 27 pays membres trouvèrent un terrain d'entente sur le conflit israélo-palestinien. En décembre 2025, l'UE adopta à l'unanimité un trait de sanctions contre les colonies israéliennes. Un vote historique qui marquait la fin de la paralysie européenne sur cette question. Aux États-Unis, malgré les critiques officielles, l'impact fut plus nuancé qu'attendu. Si le Congrès vota effectivement une résolution condamnant les propos inacceptables du premier ministre français, l'opinion publique américaine se montra plus partagée. Selon un sondage Gallup, 38% des Américains approuvaient la position de Lecornu, un chiffre énorme pour une critique de l'allié israélien. Plus significatif encore, au sein de l'administration Biden, des voix commencèrent à s'élever pour réévaluer la politique américaine au Moyen-Orient. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, déclara officieusement que la France avait soulevé des questions légitimes sur l'application du droit international. Une fissure microscopique mais symbolique dans le soutien traditionnel américain à Israël. En Israël même, l'onde de choc fut considérable. Pour la première fois depuis des années, Netanyahou dut faire face à une critique interne massive. L'opposition les critiqua sévèrement pour avoir isolé Israël et provoqué inutilement la France. Yair Lapid, leader de l'opposition centriste, déclara que Netanyahou avait causé des dégâts diplomatiques majeurs par son arrogance. Même au sein du Likoud, le parti de Netanyahou, des voix discordantes se firent entendre. Plusieurs députés critiquèrent en privé la stratégie de confrontation avec l'Europe. L'ancien ministre Gideon Sa'ar osa même déclarer publiquement que Netanyahou devait assumer ses responsabilités dans cette crise diplomatique. La presse israélienne, traditionnellement complaisante envers Netanyahou, se montra inhabituellement critique. Haaretz titrait « L'arrogance de Netanyahou humilie Israël ». Yediot Ahronot analysait « Un échec diplomatique qui affaiblit notre position internationale ». Même le Jerusalem Post, pourtant conservateur, s'interrogeait. Netanyahou a-t-il perdu le sens des réalités? Cette contestation interne affaiblit considérablement la position de Netanyahou.
Ses sondages de popularité chutèrent de 8 points en une semaine. Plusieurs ministres de sa coalition commencèrent à prendre leur distance. Benny Gantz, leader de l'opposition centriste, appela à un changement de cap radical dans la diplomatie israélienne. La suite des événements confirma l'ampleur historique de cette confrontation. 6 mois plus tard, lors de sa visite officielle au Caire, Le Cornu fut accueilli comme un héros. Le président Sisi organisa une cérémonie exceptionnelle, déclarant que la France avait retrouvé sa voie historique au Moyen-Orient. Des milliers d'Égyptiens manifestèrent leur soutien au premier ministre français en brandissant des drapeaux tricolores. À Ramallah, l'accueil fut encore plus spectaculaire. Mahmoud Abbas organisa une parade en l'honneur de Le Cornu, qualifié de libérateur de la parole palestinienne. Des dizaines de milliers de Palestiniens scandaient « Vive la France » sur son passage. C'était la première fois depuis des décennies qu'un dirigeant occidental recevait un tel accueil dans les territoires palestiniens. L'impact culturel fut tout aussi remarquable. Netflix produisit un documentaire intitulé « 4 minutes qui ont changé le monde », retraçant minute par minute cette confrontation historique. Le film, réalisé par le célèbre documentariste français Raymond Depardon, fut visionné par plus de 80 millions de personnes dans le monde. Il contribua à ancrer définitivement cette image de Le Cornu comme défenseur de la justice internationale. Dans les universités européennes et américaines, l'effet Le Cornu devint un sujet d'étude. À Harvard, à Oxford, à la Sorbonne, des cours entiers furent consacrés à l'analyse de cette confrontation diplomatique. Les étudiants en relations internationales analysaient seconde par seconde la technique de Le Cornu, sa préparation,